Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info. Les résultats du bac sont tombés et ils sont encore excellents cette année en principauté. Taux de réussite, mention, nous ferons le point avec Isabelle Bonal en charge de l'éducation nationale. Très belle opération financière pour la SBM. Le transfert de sa participation dans Betclic rapporte 850 millions d'euros en cash et en actions. Jean-Luc Biamonti nous en dira plus. Optimiser l'eau, en consommer moins mais mieux alors que les ressources sont limitées, c'est le défi des équipes qui s'occupent de l'arrosage des espaces verts et du nettoyage des rues. Nous les avons suivis au quotidien. La guerre du capital aura-t-elle lieu? C'est le titre choc de la conférence organisée ce soir par le Monaco Economic Board. Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz, nous livrera ses prévisions. C'était l'un des plus grands photographes de mode de sa génération. Helmut Newton a souvent trouvé l'inspiration sur la Riviera. Une exposition rassemble ses plus beaux clichés au nouveau musée national de Monaco. Visite guidée dans ce journal. On commence ce 19h par ce chiffre exceptionnel. 98,45% des élèves de terminale ont décroché le bac à l'issue des épreuves du premier groupe. On en parle avec le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Sébastien. On imagine votre fierté devant de tels résultats. C'est certain, je suis très fière de nos élèves et aussi des professeurs qui ont permis aux élèves d'obtenir des résultats remarquables. Et je tiens à vous faire remarquer que cette année, nous avons enfin passé le nouveau bac, c'est-à-dire le bac où il y avait 40% pour le contrôle continu, 60% pour le baccalauréat, et que nous avons obtenu les mêmes résultats que l'année dernière quand ils ont passé tout au contrôle continu. Un taux de réussite de 98% à faire pâlir d'envie la France où le taux n'est que de 86%. Ce qui est remarquable aussi à Monaco, c'est le pourcentage de mention 82%. Alors oui, non seulement 82%, mais je tiens quand même à faire remarquer qu'il y a plus d'un élève sur deux qui obtient la mention bien et très bien au baccalauréat. Obtenir le baccalauréat, c'est bien sûr, mais avec des mentions, c'est remarquable. 365 mentions sur 451 élèves, ça vous prouve un peu dans quelles conditions nos élèves sont préparés par nos professeurs. Que ce soit les séries générales, technologiques ou professionnelles, toutes se sont distinguées sans exception. Effectivement, pour nous, toutes les sections sont importantes. Toutes les sections doivent être excellentes. Donc que ce soit le général, que ce soit le technologique qui a obtenu aussi plus de 98,6%, que ce soit aussi pour le professionnel qui a obtenu aussi plus de 97%. Donc si vous voulez, c'est tout à fait homogène. Donc nous avons des élèves excellents dans toutes les filières et il n'y a pas de sous-filière chez nous. Quel est le secret? Comment en arrive-t-on à de tels résultats? C'est-à-dire qu'il faut quand même remercier le gouvernement princier, et notamment le prince, qui met à disposition tous les moyens nécessaires, les moyens humains et financiers, pour que nos élèves soient encadrés d'une manière tout à fait satisfaisante. Et même les élèves les plus faibles sont vraiment très bien accompagnés et très soutenus tout au long de l'année. On n'hésite pas, par exemple, à les accompagner individuellement ou par petits groupes. Et ces résultats vont sans doute encore s'améliorer dans les prochains jours. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui vont passer le rattrapage? Alors déjà, de rester positif. Je suis certaine que les chefs d'établissement vont les appeler, leur proposer quelques petites révisions supplémentaires avec leurs professeurs. Et je pense qu'ils n'ont pas trop de points à rattraper, donc j'espère qu'ils vont l'obtenir. Un dernier mot sur la rentrée de septembre. Quelle est la tendance en termes d'inscription? Alors écoutez, nous sommes très populaires, je dois dire, parce que nous avons énormément de demandes, comme chaque année, plus de 1000 demandes. Peu d'élus, bien sûr, parce que nous avons beaucoup de résidents, des monégasques, bien sûr, qui ont la priorité. Et donc la tendance, c'est qu'on aura beaucoup de monde, mais nous veillons à ce que les classes ne soient pas trop chargées et qu'on reste toujours à peu près autour de 5780 élèves, c'est-à-dire au-dessous de 6000 élèves. Merci Isabelle Bonal et félicitations encore aux nouveaux bacheliers. Merci infiniment. Au revoir.
Pari gagnant pour la SBM. La Société des Bains de Mer avait bien fait de miser sur les jeux sportifs en ligne il y a plus de 10 ans. Le transfert de sa participation dans Betclic lui permet aujourd'hui de réaliser une très belle opération financière. Les précisions de Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. En 2008-2009, le gouvernement français annonce qu'il légalise les jeux en ligne. Du côté de la SBM, on se dit alors qu'il faut faire partie de ce mouvement. Le choix se porte sur Stéphane Courby pour investir à ses côtés 186 millions d'euros exactement. Nous avons vendu l'intégralité de nos 50% dans Betclic et la façon dont nous avons été rémunérés pour cette cession de notre moitié de Betclic, nous avons touché 425 millions en cash, qui ont été payés aujourd'hui d'ailleurs, et nous avons en plus l'équivalent de 425 millions de valeur en actions de la nouvelle société. Et dans cette nouvelle société, il y a toute l'activité média de Stéphane Courby et 100% de Betclic. Et en gros, l'activité média, c'est 2 tiers de cette société et Betclic, c'est 1 tiers. Une belle opération donc pour le groupe Monte Carlo SBM. Je pense que c'est un euphémisme. On a fait beaucoup mieux que ça. C'est une opération exceptionnelle parce qu'on avait investi, comme je vous l'ai dit, 186 millions. On a donné des garanties bancaires à un moment donné qui a monté notre exposition à Betclic jusqu'à 230 millions. À la fin de l'année dernière, on n'avait plus de garantie bancaire. On avait récupéré l'intégralité de nos 186 millions, même un peu plus, puisqu'on avait récupéré 190 millions. Donc ça, c'était en décembre 2021. Et depuis, c'est passé l'opération dont nous venons de parler, à savoir qu'on a ressorti en plus 850 millions, moitié en cash, moitié en actions, qui sont immobilisées, bien sûr, et qui ne sont pas disponibles pour le moment. Une opération qui aura donc un impact positif dans les comptes du groupe SBM pour l'exercice 2022-2023. La semaine dernière, sur Monaco Info, Manuel Nardi lançait un appel aux résidents et aux sociétés publiques et privées pour une consommation raisonnée de l'eau. Le réseau est sous tension en ce début d'été. La direction de l'aménagement urbain et la Société monégasque d'assainissement donnent l'exemple. Juliette Rappert et Orazio Gagino ont suivi les équipes dans l'entretien des rues et des espaces verts. 45 villes des Alpes-Maritimes en restriction d'eau, l'alerte sécheresse est donnée, la principauté n'est pas épargnée. La direction de l'aménagement urbain est dans une vigilance maximale en termes de ressources, d'utilisation et de gestion de l'eau et met à profit des restrictions pour économiser cette ressource essentielle pour les espaces verts de la principauté. On a pris des dispositions, nous, à la fois sur notre utilisation en tant que jardin. Partout où on le peut, on met des systèmes de stockage. Par exemple, derrière à la roseraie, lorsqu'on a rénové la roseraie, dans les allées de circulation, on a enterré des cuves qui nous permettent de récupérer les eaux de surface que l'on stocke et qui viennent nous permettre de compenser quelquefois les sources d'eau potable. De plus, pour éviter l'évaporation de l'eau, l'arrosage des espaces verts se fait essentiellement la nuit et la SMA, Société monégasque d'assainissement, s'engage elle aussi à limiter son utilisation en eau, notamment par l'apport de nouvelles laveuses de voirie et de compteurs d'eau. Tout d'abord en dotant tous les cantonniers de compteurs sur leur manche à eau pour déjà connaître la consommation et pouvoir ensuite voir les axes d'amélioration. Cette année, de nouveau avec les efforts qu'on souhaite prendre pour encore augmenter notre réduction de consommation d'eau, on intensifie la mécanisation et notamment on va supprimer tous les lavages à la manche qui sont opérés aujourd'hui par les cantonniers et on va les remplacer progressivement par du lavage encore plus mécanisé avec de la pression, notamment en utilisant des laveuses de voirie avec un lancier qui permettra d'avoir un très bon résultat avec une utilisation de l'eau encore plus efficace. De belles économies réalisées en principauté, cependant la situation hydrologique reste préoccupante. Selon un rapport de la Convention des Nations Unies, l'Europe serait frappée de plus en plus durement par la sécheresse dans les prochaines années. La guerre du capital aura-t-elle lieu? C'est le thème de la conférence organisée ce soir par le Monaco Economic Board avec le chef économiste du groupe Allianz. Bonsoir Ludovic Subran. Bonsoir. De plus en plus d'économistes tablent sur une récession dans la zone euro en fin d'année ou en début d'année prochaine en cas de coupure totale du gaz russe. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Je crois que si on a en effet un scénario de délestage massif, ce qu'on appelle un blackout, on aura une récession. On a de nombreux pays industriels, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, les pays d'Europe de l'Est. On a en tête un peu le chiffre de Fukushima, 10% de moins d'approvisionnement énergétique, c'est 1 à 1,5 point de moins de croissance. Donc s'il y a un scénario d'arrêt brutal du gaz russe, on aura une récession. Le vrai sujet, c'est que dès aujourd'hui, on a très peu de croissance et un peu trop d'inflation, et que ça a quand même sent un peu le ralentissement de croissance très sévère. Face à de telles perspectives, l'euro atteint un niveau plancher. Quelles conséquences à court ou moyen terme ? Je crois que l'euro si faible, c'est en effet parce que les termes de l'échange ne sont pas positifs pour la zone euro. C'est la première fois que l'Allemagne enregistre un déficit de sa balance commerciale. On a ce différentiel de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe. Donc c'est quelque chose qui va durer. Qu'est-ce que ça fait un euro faible ? À moyen terme, ça favorise les exportations, mais pour ça, il faut que la Chine rouvre, il faut que la demande revienne. À court terme, ça veut dire que les importations, notamment de matières premières, sont plus chères. Donc en fait, ça rajoute de l'inflation à l'inflation, et donc c'est pas très bon. Et puis deuxième sujet, c'est un euro faible, c'est aussi un sujet pour les marchés actions, puisque ça donne l'impression que les valorisations en euros sont un peu moins bonnes. Donc à voir si c'est plutôt bon, c'est-à-dire les gens vont acheter, notamment les Américains, les Suisses, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un moment de rupture. Tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, dette publique record, guerre en Ukraine et maintenant donc cette menace de récession. Est-ce que tout cela ne va pas encore exacerber les tensions internationales ? Je crois qu'après ces deux chocs majeurs que sont la guerre et la pandémie, qui sont des chocs de démondialisation, c'est vrai que la géopolitique est revenue sur le devant de la scène. Les politiques publiques essaient de faire ce qu'elles peuvent pour essayer d'éviter que ça coûte trop cher aux ménages, aux entreprises, mais on est dans un environnement un peu difficile. Moi, je reste optimiste. Je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette situation difficile, c'est par la collaboration, par le coopératif. Donc j'espère qu'on va essayer de se rapprocher des Américains sur les sujets commerciaux. J'espère qu'on ne va pas forcément utiliser tout de suite une arme de sanctions financières contre la Chine comme on a pu le faire contre la Russie, parce qu'on est dans un environnement où tout cannibalisme, toute tension additionnelle pourrait en effet casser la croissance et nous mettre dans une situation où ça accroît la pauvreté, les inégalités et bien sûr moins d'opportunités et plus de risques pour les entreprises. Donc je pense qu'il faut sortir par le collaboratif. C'est pour ça que l'Europe doit jouer d'ailleurs un rôle majeur là-dedans. Dans le cas contraire, est-ce que toutes ces tensions peuvent entraîner une guerre du capital, pour reprendre les termes de votre conférence ? L'idée de la conférence, pourquoi j'ai utilisé la guerre du capital, c'est parce qu'on a déjà eu une guerre commerciale avec l'arrivée du président Trump aux États-Unis, et que ce qu'on a vu des sanctions financières contre la Russie, ça montre que la prochaine vague de tensions sera pas forcément sur le commercial, mais sur le financier. Et donc là encore, tout est un sujet de que font les institutions internationales qui sont garantes, par exemple, du dollar ou des enjeux un peu de stabilité financière entre les États. Comment on essaie d'éviter justement qu'on rentre dans une situation où on démondialise, on définanciarise certains pays, parce qu'on sait que les entreprises, et d'ailleurs chacun, tout le monde, est un peu perdant dans ces situations où on circonscrit des pays du globe. Et les prochains mois seront donc déterminants. Merci Ludovic Subran d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Les chèques de la 22e No Finish Line ont été remis aux associations pour soutenir leurs projets. 224 636 € en faveur d'enfants malades ou défavorisés. La course avait rassemblé en novembre dernier 7 700 participants qui ont donc parcouru 224 636 km pour la bonne cause. Direction le Larvoto avec la réouverture du site Handiplage. Cela fait 17 ans maintenant que le club Soroptimiste accompagne les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap pour leur permettre de profiter des joies de la baignade, et ce 7 jours sur 7 pendant 2 mois. C'est à quelques mètres de là, sur la promenade du Larvoto, que le chat déambule. L'inauguration de cette exposition s'est déroulée en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de l'artiste belge Philippe Geluck, qui était d'ailleurs notre invité hier soir. 20 sculptures en bronze de plus de 2 mètres de haut et de plus de 2 tonnes à découvrir jusqu'au 2 octobre. Autre expo à ne pas rater, surtout si vous aimez la photographie. Newton Riviera, les plus beaux clichés du célèbre portraitiste sont exposés cet été au nouveau Musée national de Monaco. Alexandra Pani.
Je ne photographie que ce que je comprends, déclare Helmut Newton. La Côte d'Azur a été l'une de ses plus importantes muses dans la deuxième partie de sa carrière, lorsqu'à 61 ans, il décide de s'installer à Monaco. Période prolifique pour le photographe, il découvre ici un large choix de cadres, pour le moins original. Chantier, béton, grue servent de décor à ses photographies de mode, mais le soleil de la Riviera reste son inspiration favorite. In the 90s, his fashion photography were completely different. There was a development, let's say. You know, the harsh contrast with the surrounding and that way how he placed the women with the clothes in these pictures, confronting him with a harsh contrasty backgrounds. This was very unusual for his photography because before that it was luxury designing and so on. Photographe majeur du XXe siècle, il est célèbre pour ses photos de mode ou ses nus, mais Newton développe sur la Côte d'Azur un travail plus personnel. There's always this second side of Helmut Newton. There's a big ambivalence in his work, in his personal work, and as well in the commissioned work, which he did a lot for the magazines, for the different magazines. So you can see the different approach, the surrealistic approach, the night scenes and so on. There's here the Monte Carlo Beach Club, for example, or in other locations. You know, so this is very astonishing for the visitors coming to the villa, I guess. So because we all think we know Helmut Newton. But it's not the case, you know? Il s'inspire des lieux et des personnalités qui y résident. Plusieurs portraits des membres de la famille princière sont à découvrir dans l'exposition. La princesse de Hanovre, qui deviendra proche de l'artiste, a d'ailleurs prêté une partie de sa collection personnelle du travail de Newton avec les ballets de Monte-Carlo. On y retrouve d'ailleurs des visages bien connus. L'ensemble des 280 photographies présentes dans l'exposition sont à découvrir également dans un catalogue réalisé pour l'occasion, avec certains clichés très rarement présentés au grand public. Et demain, c'est un temps idéal pour se faire une expo. La météo avec Christine Datomel. La journée de jeudi se partagera entre le gris et le bleu, des passages nuageux pouvant entraîner parfois quelques légères averses. Le temps sera lourd, 29 degrés pour les maximales, 22 degrés pour les minimales. L'eau de mer sera quant à elle à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 5h54 et se couchera à 21h16. Demain, nous fêterons les Raoul. Merci Christinda. Un nouvel écrin pour les voitures de la collection privée du prince Albert II. Le nouveau musée ouvrira ses portes vendredi, 54 route de la Piscine, à 2 pas du tracé du Grand Prix. Nouveau lieu et magnifique scénographie. On se quitte avec les clichés de Michael Alési. Excellente soirée sur Monaco Info.